Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le journal. Voici les points qui dominent l'actualité. L'ex-sénateur Nenel Kassi et l'homme d'affaires et ancien candidat à la présidence Steve Cowley viennent allonger la liste des personnalités sanctionnées par le Canada. Ils sont interdits d'accès au territoire canadien et leurs avoirs seront gelés, ont indiqué vendredi les autorités du Canada. Fin de mission pour la représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Hélène Meyer-Lalim. Une cérémonie a été organisée en son honneur vendredi en la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry à Musso. L'insécurité ne cesse de faire des victimes dans le pays. L'homme d'affaires Tart Murat a été assassiné vendredi au Caille. Sachez aussi que l'artiste Stevenson Telford alias Atroce a été blessé lors d'une attaque jeudi soir à Catalpla, Delma 75. Une personne qui l'accompagnait a été tuée. Les responsables de l'Inspection générale des finances, IGF, ont commémoré les 15 ans d'existence de cette structure lors d'une cérémonie vendredi dans les locaux du ministère de tutelle, en présence notamment du Premier ministre Ariel Henry. Les représentants de l'hôpital de l'Université d'État, HUEH, l'hôpital général, maintiennent leur débrayage pour exiger de meilleures conditions de travail. Ces titres et d'autres à développer pour vous dans le journal. À tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. L'ex-sénateur Nenel Kassi et l'homme d'affaires et ancien candidat à la présidence Steve Cowley viennent allonger la liste des personnalités sanctionnées par le Canada. Ils sont interdits d'accès au territoire canadien et leurs avoirs seront gelés, ont indiqué vendredi les autorités du Canada. Le gouvernement canadien dit exercer ainsi des pressions supplémentaires sur les personnes qui soutiennent la violence et l'insécurité en Haïti. Par ailleurs, le Canada déclare soutenir plusieurs projets d'aide internationale en Haïti, dont les domaines de la santé, de l'éducation, de la gouvernance, de la sécurité, de la lutte contre la corruption et l'impunité, de la croissance économique et des changements climatiques. Jusqu'à date, le gouvernement canadien s'est engagé à verser plus de 98 millions de dollars en aide financière au cours du présent exercice 2022-2023. Il continuera d'investir dans des solutions dirigées par les Haïtiens en vue d'une issue favorable à la crise, en s'engageant à octroyer jusqu'à 100 millions de dollars pour fournir de l'équipement et un soutien financier à la police nationale d'Haïti. Sachez que l'ex-ambassadeur du Canada en Haïti, Gilles Rivard, est défavorable au déploiement de soldats ou de policiers canadiens en Haïti pour traquer les gangs armés. Il est pratiquement irréaliste de déployer des soldats ou des policiers canadiens en Haïti, a dit le diplomate. Fin de mission pour la représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Hélène Meyer-Lalim. Une cérémonie a été organisée en son honneur vendredi en la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry à Musso. Des membres du corps diplomatique et du haut commandement de la police nationale ont fait du déplacement. L'occasion pour le chef du gouvernement de saluer la contribution de la chef du BINU à la mise en place notamment du Haut Conseil de transition ACT. Ariel Henry a décerné une plaque d'honneur et mérite à la diplomate pour couronner ses travaux en Haïti. Écoutons le Premier ministre au micro d'Esdra Jeudi et de Joseph-Philippe François. Vous avez choisi de rester discret et de laisser les Haïtiennes et les Haïtiens discuter entre eux et chercher seuls la voie qui leur convenait le mieux. Ce travail long et patient a produit des résultats quasi inespérés. C'est grâce à votre travail dans l'ombre et au soutien que vous avez apporté à des facilitateurs nationaux que nous avons pu aboutir à la signature du consensus du 21 décembre 2022. C'est un peu grâce à votre opiniâtreté que nous avons aujourd'hui un Haut Conseil de la transition qui travaille la main dans la main avec le gouvernement pour arriver à remettre la démocratie sur les rails. Vous allez partir avant de voir les résultats de votre travail. Vous allez semer. Celle qui va vous remplacer viendra récolter les fruits. Pour sa part, Hélène Lalim s'est félicitée de son passage en Haïti, estima avoir fait œuvre qui vaille. Elle continue d'appeler tous les acteurs au dialogue en vue d'aplanir le terrain pour faciliter la tenue d'élections au pays. Par ailleurs, la diplomate dit déplorer certains événements, entre autres la période de Pays Loc et l'assassinat de Jovenel Moïse qui ont assombré l'histoire nationale. Hélène Lalim sera remplacée par l'ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Équateur, Maria Isabel Salvador. On l'écoute toujours au micro d'Esdra Jeudi et de Joseph-Philippe François. J'ai eu la chance de travailler avec 5
Premier ministre, Jean-Henri Séan, Jean-Michel Lapin, Joseph Joute, Claude Joseph et Ariel Henry. Haïti connaît aujourd'hui une crise humanitaire et sécuritaire difficile, la pire de son histoire. Cette crise s'est surtout accentuée par le blocage en septembre 2022 du plus important terminal pétrolier du pays et l'intensification de la violence des gangs. Mesdames, Messieurs, Haïti ne peut plus attendre. Pour ce qui est du déploiement en Haïti d'une force armée spécialisée internationale pour assister la PNH dans la lutte contre le banditisme, les Nations Unies continueront à plaidoyer pour l'assistance nécessaire. Le consensus national du 21 décembre devra conduire dans les meilleurs délais à l'organisation des élections libres, inclusives et démocratiques pour le retour de l'ordre constitutionnel haïtien. Les étudiants de l'École normale supérieure ENS de l'Université d'État UEH condamnent encore une fois la remontée de l'insécurité dans le pays. Pour eux, l'escalade de la violence a fauché la vie de leur camarade Tchadensky Jean-Baptiste, mortellement blessé par un projectile perdu le 21 mars dans la capitale. Ils entendent organiser une semaine d'hommage aux défunts à compter du 24 mars. Écoutons-les au micro de José Victorin et de Jean-Élie Adresse. Nous, c'est promotion d'hier camarade Tchad qui mourit. Nous, dans le même département avec même année. Nous sommes là, c'est vrai. Mais nous-mêmes, nous plus à faire hommage pour camarade là. Hommage là, a duré une semaine, il commence jeudi et puis il a fini 31. Et c'est dans 31, il y a des activités, ça veut dire que nous avons des témoignages, nous avons chanter, des textes, et la tri. C'est dans 4 ans nous pour l'arrière. C'est pour nous essayer, parce que camarade là, c'est plus pas son camarade. C'était un ami, c'était un frère, c'était une famille, et puis nous-mêmes, nous venons dans l'espace là. Pour ne pas oublier assez rapide, nous faisons une semaine hommage pour nous essayer de dire pardon. Merci pour tout ça qui était pour nous. Bon, pour l'école normale, pendant le drame, semaine ça a été paralysée, Jean-Noël là, pas d'activité académique là-dedans pendant la semaine. Mais l'autre semaine, nous connaissons pour semaine ça activité académique qui a été campée, puis tu as essayé d'écrire ensemble avec nous. Nous pas nécessairement dans la rue nous-mêmes. Bon, étant donné ça, nous mettons devant l'espace nous, donc nous dit tout ça fait partie intégrante et espace école normale là entre temps, c'est ça qui fait nous tout limiter. Donc nous-mêmes, je dis à nous là, c'est pas dans le cadre d'un mouvement directement dans la rue, mais c'est plutôt dans le cadre de ce camarade l'a dit tout à l'heure, une semaine d'activité hommage que nous voulons faire pour une façon pour nous dire un dernier adieu avec les camarades, frères, et, nous perdons des amis, tout ça. Donc c'est pas pratiquement un mouvement côté nous dit la bataille, on prend la rue pour nous faire qui ça. Par ailleurs, ces étudiants ont bloqué plusieurs rues de Port-au-Prince vendredi pour réclamer justice pour Tchadensky Jean-Baptiste. Ils ont notamment brûlé des pneus usagés et placé des objets encombrants sur la chaussée pour exprimer leur ras-le-bol de l'insécurité suivait. Nous connaissons le problème de pas changer dans la société, côté qu'il y a pas assassiné les gens chaque jour qui joue. Et nous avons un camarade Tchadensky Jean-Baptiste et c'est en 3e année lettre modèle de l'école normale supérieure qui a assassiné autrefois dans Richard de Masse. Le fait qu'il a assassiné et ici à cet espace côté que l'école normale y est depuis après l'assassinat de Grégory Saint-Hilaire dans l'espace qui est dans la rue de la Réunion et rue Monseigneur Guillaume. Donc nous disons bien pour faire revendication nous passé, nous devons bloquer l'espace ça matin. Et c'est bien malheureux, il y a un groupe policier, alors un groupe nègre uniforme policier et un groupe nègre chauffeur moto qui viennent là, qui a les armes sur nous, qui tirent sur nous et qui disent moi-même personnellement il y a fusillé. Donc je pense que normalement c'est des actes nous ne pouvons pas considérer tolérer dans la société parce que chaque jour qui joue il y a pas assassiné nous et lui clair que on connaît et comment nous dans le pays c'est pouvoir Ariel Henry puis à chaque 3e version c'est quoi groupe c'est Nations Unies la trier c'est eux qui assassiné nous mais le fait que c'est eux qui assassiné nous et je dis ouais des nèg à uniforme la police qui assassiné nous et c'est eux qui assassiné Grégory dans l'école normale supérieure et pas grand c'est pas eux même qui assassiné Tchadou que jour là donc ça veut nous que nous même dans le pays il y a pas personne qui est à l'abri et le fait que pas nous qui est à l'abri mais nous dit peuple ici on doit prendre destinée en main pour changer ça gain là et on pas une autre façon qu'a faire que c'est armer de courage utiliser tout moyen yo gagné pour affronter et la police si la police ça empêcher de faire travail là et tout le monde qui bloqué pour revendication passer parce que me pas arriver comprendre comment on est fait avec un uniforme la police sous lui pour dire la fusil et le tirer carrément
Donc ça c'est inacceptable et nous ne pouvons pas tolérer ça dans le pays. Bon, heureusement pour moi parce que si je me baissé à terre, je ne prends. Mais c'est sous nous directement tiré. Et c'est un uniforme de la police avec M. Chauffeur Moutouyo qui pose ça là. Donc nous comprenons que comment la mafia arrive à contrôler ce qui passe dans le pays et comment petit peuple là même pas épargné et mission c'est assassiner tout petit peuple là qui dit non avec modèle gouvernance non avec insécurité généralisée qui planifie sous domaine populaire. Les responsables de l'inspection générale des finances IGF ont commémoré les 15 ans d'existence de cette structure lors d'une cérémonie vendredi dans les locaux du ministère de tutelle, en présence notamment du Premier ministre Ariel Henry. Ce dernier s'est félicité des travaux réalisés par cet organe clé du ministère de l'Économie et des Finances, MEF. L'occasion ici pour le chef du gouvernement d'insister sur l'importance des rapports d'audit en vue du renforcement de l'administration publique. Les propos d'Ariel Henry recueillis par Aubert Charles et Stravinsky des Rameaux. Chaque fois qu'un événement de ce genre est organisé par l'une des institutions chargées d'assurer le contrôle au niveau de l'administration et des finances publiques, c'est avec plaisir que j'y participe. L'idée même de mettre dans la lumière l'action de ces organismes, de braquer les projecteurs sur le rôle qui leur est dévolu et de faire connaître leur existence et leur réalisation au grand public constitue une lueur d'espoir pour notre pays. Chaque fois que le contrôle de la gouvernance publique est mis en exergue, c'est une manifestation de notre volonté inébranlable de faire en sorte que quelque chose change de notre façon de gérer les ressources de la collectivité. C'est une façon de reconstruire la confiance de nos compatriotes et de faire reculer le scepticisme ambiant. Chaque fois que des organes de contrôle, de gestion de la chose publique s'affirment et s'exposent au regard de la nation, comme le fait aujourd'hui l'Inspection générale des finances à travers cette exposition commémorant ses 15 ans de fonctionnement, c'est un cri de ralliement pour annoncer à celles et à ceux. Pour sa part, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, encourage les inspecteurs financiers à continuer d'œuvrer afin de redorer le blason des institutions publiques. Il a mis l'accent sur la bonne gouvernance poursuivie par l'équipe au pouvoir, particulièrement à travers l'IGF. Michel-Patrick Boisvert. Terminé aujourd'hui de réussite en réussite dans l'amélioration continue de la performance dans l'action publique. Et c'est donc en ce 15e année de fonctionnement le moment idéal de célébrer les réalisations de l'IGF, les performances et la qualité de son personnel et de réaffirmer sa place faisant autorité dans le panorama national des institutions de contrôle du pays. Ainsi, il me plaît d'en prendre l'occasion pour adresser mes plus vives félicitations et formuler mes vœux d'heureux 15e à l'IGF et à l'ensemble de son personnel. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, la mise en place de l'IGF a procuré au ministère de l'Économie et des Finances et par-delà à l'ensemble des institutions publiques un instrument de grande valeur et à œuvrer pour évaluer et améliorer chaque jour davantage leur performance dans la gestion de la chose publique. En effet, qu'il s'agisse des contrôleurs financiers dont le rôle est de veiller à la conformité, la régularité des dépenses en assurant l'intégrité des dotations budgétaires, qu'il s'agisse des comptables publics qui, avant de réaliser les paiements appropriés, s'assurent du respect des textes, qu'il s'agisse des inspecteurs et vérificateurs de la Direction générale des impôts. S'exprimant à l'occasion, la directrice de l'IGF, Goëtte Varnel-Morincy, s'est réjouie du fait d'avoir soufflé cette 15e bougie. Elle s'est aussi félicitée de l'attention accordée par ses supérieurs hiérarchiques à la mission de l'IGF en dépit des embûches de toutes sortes. Madame Morincy en a profité pour lancer le salon de l'IGF en vue de permettre au public de lier connaissance avec cet organe stratégique du MEF. Ces propos toujours au micro d'Aubert Charles et d'Istravinsky des Rameaux. Aujourd'hui, nous sommes là, nous avons assisté à lancement salon de l'expo IGF. Mais l'activité ça nous fait, c'est parce que nous avons marqué
15 années que nous gagnons depuis que nous avons fonctionné. Donc c'était l'occasion pour nous-mêmes pour nous aller un peu plus vers le public. Et l'activité ça, elle était là pour être capable de plus faire tout le monde connaître, ça qui peut connaître, et ça qui connaît déjà, connaître un peu mieux qui sa inspection générale est comme institution de contrôle. C'est une institution de contrôle qui est dans la sphère contrôle administratif, qui a intervenu sur toute institution, tout côté dans le pays. Et recommandations généralement, il y a des institutions qui sont plus performantes. Même genre tout, le ministre des Finances, soit parce qu'elle souhaitait nous intervenir, ou bien parce que l'autre responsable de l'autre institution souhaitait nous intervenir, capable de demander nos fournisseurs. Donc, Salon Expo, il présentait journée aujourd'hui, travail que nous faisons depuis 15 ans déjà. Donc, nous réalisons environ une centaine de missions depuis 15 ans que nous l'avons. Et Salon de Expo se présenté différentes missions. Même genre tout, après 15 ans, nous faisons un travail sur nous pour nous voir qui ça nous gagne comme force, qui ça nous gagne comme faiblesse. Et à partir de conclusion, nous disons qu'on continuer pour nous renforcer tout ça, qui c'est force IGF, et puis nous travaillons pour nous diminuer l'aspect qui demande de travail. Et nous avons un plan sur 5 ans, entre 2024 à 2029, qui justement mettait différents éléments qui orienter notre action. Donc c'est ça que Salon Expo qui est aujourd'hui, nous représentons particulièrement pour nous les IGF. Les résidents de l'hôpital de l'Université d'État, HUEH, l'hôpital général, maintiennent leur débrayage pour contraindre les autorités à répondre positivement à leurs revendications. Selon les révistes Samuel Georges, l'UEH n'est toujours pas alimenté en électricité et le montant de leurs frais mensuels est resté le même. Il a toutefois salué les travaux d'assainissement effectués au niveau de l'institution sanitaire. Écoutons-le au micro de Yosh Rézil et de Jean Hidalgues. Le nouveau directeur a mis différentes dispositions pour que l'hôpital soit capable d'ouvrir et que y ait différentes revendications qui sont capables de répondre. Nous apprécions ça. Mais nous-mêmes résidents, je ne te dis là, nous ne pas marcher sous promesse. Et même gens que nous sommes toujours comme ça, résidents toujours à la disposition de l'hôpital là pour que nous-mêmes viennent travailler. Et nous attendons que vous répondiez aux revendications et que immédiatement que vous finissez de répondre, nous-mêmes nous sommes toujours là. Nous avons pour nous travailler. C'est la fin du journal. Bon week-end à vous tous et à vous toutes. Restez branchés Télépacifique pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.